Bonjour, bonjour à chacun, chacune. Voilà, je pense que vous m'entendez bien, suivant les tests qui ont été faits juste avant. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors, je me présente, en fait, je m'appelle Myriam Marseille-Prête. Je suis psychanalyste humaniste initiatique. J'ai été certifiée au sein de l'Institut. J'ai aussi été initiée à différentes pratiques en bioénergie chamanique qui, dans mon cheminement et dans l'accompagnement que je propose, en fait, s'allie très bien avec la psychanalyse. Voilà. Je transmets également en fait un cursus en fait d'enseignement en fait de psychanalyse transpersonnelle. Voilà. Et là le sujet en fait que je souhaite en fait tenter en tout cas de présenter, euh, d'exposer, de traiter en fait avec vous, s'intitule en fait l'intelligence du rêve et l'intelligence artificielle. Alors juste en fait pour démarrer, je voulais vous faire écouter une vibration. L'intelligence du rêve et l'intelligence artificielle. Ce qui m'est venu en fait, c'est une citation de Rumi que j'affectionne particulièrement, qui est un philosophe soufi du XIIIe siècle et qui fait le lien avec un atelier que j'ai animé il y a peu de temps, avec lesquels j'ai aussi fait des associations. La citation de Rumi est la suivante. Il dit « Cet endroit est un rêve. Seul un dormeur le considère comme réel. Puis la mort arrive comme l'aube, et vous vous réveillez en riant de ce que vous pensiez être votre chagrin. » Intelligence artificielle, intelligence du rêve, un vaste sujet. C'est intéressant parce que des choses en fait qui ont été évoquées par Dominique et Valérie, qui font des liens aussi avec ce que je vais aborder. Pour moi, en fait, ça m'a fait voyager dans différentes associations. Ça m'a fait toucher aussi cette étrangeté qu'est le rêve, tout autant que l'intelligence artificielle. Mais finalement, l'une et l'autre nous révèlent quelque chose d'un immense potentiel. L'une est une simulation et elle manifeste, en tout cas telle qu'elle est pensée à ce jour, une forme de dénégation, de la dissimulation de ce que l'humain ignore ou ne veut pas voir et qui contient le risque potentiel de nous enfermer aussi dans nos illusions. Peut-être une nouvelle illusion finalement issue de notre représentation erronée de nous-mêmes, du monde. Et elle peut devenir, et là je vais reprendre en fait un mot, une expression en fait utilisée par Roland Gori, elle peut devenir une nouvelle version de la fabrique de nos servitudes. Et pourtant, en fait, elle nous offre aussi l'opportunité, puisqu'en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette conférence, c'est de regarder en fait sur quoi ça nous ouvre. L'opportunité de nous interroger sur ce qui nous fonde en tant qu'être humain, ce qui nous anime, qu'est-ce que l'intelligence, le sens de l'existence et sans doute de choisir aussi. Voilà. Et l'autre, l'intelligence du rêve, est naturelle et normale. Elle existe depuis la nuit des temps, l'humain rêve. Elle ouvre un espace intérieur, un territoire inconnu,
qui peut tendre à nous libérer de nos illusions, de nos traumas, de nos mécanismes de défense, rencontrer l'étranger qui réside au plus profond, l'étranger au cœur du sujet, comme dit Lacan. Voilà. Elle porte en elle, en fait, l'immensité de nos potentiels, celle de la vie elle-même, celle que l'humain porte en soi. Voilà. Elle parle de l'être, en fait, et elle invite à un voyage intérieur exigeant, mais ô combien humanisant. Voilà, c'est sans doute une voie, en tout cas à mes yeux, qui peut conduire l'humain à se réaliser, à s'accomplir et à créer de nouveaux ouvrages, pour reprendre l'expression d'Abraham et Torok dans l'écorce et le noyau. Créer de nouveaux ouvrages, un chemin d'individuation. La conférence, là, cela pourrait s'arrêter là, mais j'avais envie quand même de vous envoyer voyager avec moi, en fait, dans ces méandres de l'intelligence du rêve. Ça m'a fait passer par le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée, qui est un titan, dans la mythologie, c'est des créatures primordiales qui agissent au service des dieux. Et Platon, dans son œuvre, en fait, expose en fait le mythe de Prométhée en mettant en scène deux titans, Prométhée et Épiméthée, qui est son frère. Voilà. Et ils sont tous deux chargés par les dieux de façonner les espèces animales et d'attribuer à chacune d'elles les facultés, les qualités en fait appropriées. Et Épiméthée va insister pour accomplir en fait le travail seul, en demandant à son frère Prométhée de venir vérifier son travail une fois qu'il sera achevé. Voilà ce que Prométhée accepte. Et Épiméthée va attribuer avec soin les facultés en fait à chacune des espèces, mais il s'aperçoit qu'il a oublié la race humaine, voilà, laquelle se retrouve totalement dépourvue, nue et fragile. Voilà, les deux titans sont donc embarrassés et bravant l'interdit, Prométhée décide d'aller voler le feu sacré de l'Olympe. Il va le voler à Héphaïstos, qui est le dieu du feu, de la forge et de la métallurgie, et à Athéna, qui est la déesse de la sagesse. Donc c'est un symbole de la connaissance concrète et abstraite, et il va en faire don aux humains. Et ça va permettre à l'humain de maîtriser les arts, de maîtriser les sciences et les techniques, et de pouvoir en fait subsister par elle-même. Voilà. Et c'est ainsi que va naître l'humanité, en fait, les humains disposant d'un pouvoir qui au départ ne leur était pas destiné. Et les dieux vont décider de punir en fait Prométhée. Alors cette connaissance, elle est liée à la conscience. Elle dépasse le simple savoir, puisqu'elle dynamise, elle est animée par quelque chose d'autre. Le feu de la connaissance était en fait dans la représentation grecque réservé aux dieux. Voilà. L'utiliser comporte un risque de dérive. S'il est mal maîtrisé, c'est-à-dire utilisé sans conscience, le feu, il est susceptible de tout ravager sur son passage, détruisant la nature, annihilant les espèces et l'homme lui-même. Finalement, ce mythe, il est un peu une métaphore qui explique l'ambition démesurée, l'hybris, ou la folie des grandeurs des hommes, leur envie de se mesurer aux dieux, de prendre leur place. Alors ça renvoie aussi à un autre mythe qu'on connaît dans notre culture judéo-chrétienne, le mythe du livre de la Genèse, qu'on appelle le péché originel. Voilà. Et qui illustre aussi le décentrage, le déracinement en fait de l'humanité, les hommes se considérant désormais comme les seuls maîtres de la nature. Voilà, ça nous fait mais face en fait à un dualisme. L'homme se voit comme extérieur à son environnement et va chercher à le contrôler. Je parle de contrôler, pas maîtriser, contrôler. L'homme possède le feu sacré de la connaissance, mais en est-il vraiment digne? Voilà. Et dans les philosophes contemporains, certains vont faire des liens avec ce que nous vivons aujourd'hui,
Voilà, en faisant allusion aux risques inconsidérés qui sont liés au comportement humain, de certains choix techniques par rapport à l'équilibre en fait naturel, l'équilibre humain et l'équilibre en fait de notre planète. Quand on regarde, en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout à l'heure Valérie l'a nommé, Dominique aussi, voilà, l'intelligence artificielle, elle est pensée dans un système, une pensée capitaliste. À ce stade, l'intelligence artificielle, elle n'est pas mise au service de l'humanité. Elle est mise au service de quelques-uns, par Ibris, qui rêvent de dominer le monde. Voilà. Rabelais disait, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Elle est développée dans un but utilitariste, mais mercantile, elle n'est pas humanisante. Voilà. Elle va couper toujours un peu plus l'humain de lui-même, de ses besoins profonds, dans une quête de performance, mais aussi en faisant des fausses analogies, de promesses de performance, de rapidité, d'accumulation de savoir, ce qui est probablement en fait réel, mais qui nous, au service de quoi, de qui, et qui fait qui, pourquoi. L'intelligence artificielle, elle va maintenir finalement l'individu loin de la conscience. Et moi, ça m'a renvoyé en fait à un élément où je me suis demandé en fait, mais qu'est-ce qu'on cherche en fait à travers l'intelligence artificielle? C'est comme si on extériorisait notre capacité d'imaginer et de penser en fait. Quelque part, il ne s'agit peut-être pas tant de rejeter ces technologies en tant que telles et ce qu'elles peuvent apporter potentiellement, mais surtout d'observer la représentation qu'on cultive à leur égard et s'interroger sur ce qui se joue dans notre relation à elles et qui va faire sans doute la différence. Dans les discours du champ de l'intelligence artificielle, on exploite beaucoup la fausse apparence d'analogie, quand on va soutenir que les technologies de l'IA, IA d'ailleurs, IA en russe ça veut dire je, voilà, de l'intelligence artificielle, elles pensent, elles parlent, elles perçoivent, elles se souviennent, elles ont une faculté de discernement. Simondon dit la chose suivante, en fait il dit que les productions artificielles que constituent les machines ou technologies, aussi performantes soient-elles, ne perçoivent ni ne pensent, elles fonctionnent. Elles sont basées sur des processus qui reposent sur la création et l'application d'algorithmes capables de simuler l'intelligence humaine, mais une intelligence en fait qui est juste cognitive, pour se rapprocher le plus possible du comportement humain. Voilà. Et pour ce faire, elle va avoir besoin d'une quantité de données, d'une capacité de traitement très élevée, quantité de données qui sont produites par les humains. Les technologies en fait de l'IA n'ont pas de conscience. Le latin conscience, voilà, signifie en fait qui sait avec soi-même. C'est le psychiatre Henry Hay qui dit en fait la conscience nous ouvre les portes de notre propre connaissance. Les technologies de l'intelligence artificielle n'ont pas cette faculté de se penser elles-mêmes et encore moins de se penser comme faisant partie d'un tout. Sauf si peut-être en fait en rentrant ces données-là, on leur apprend. Mais néanmoins, je ne suis même pas sûre en fait qu'on y arrive. Stiegler, en fait, qui est un philosophe, disait en fait qu'au fur et à mesure de l'évolution des techniques, l'être humain ne cesse de déléguer ses fonctions noétiques, c'est-à-dire sa capacité de penser, dans ses organes prothétiques. Et en fait, lui, il pense que notre fonction de l'imagination, elle se voit reconfigurée par les systèmes de calcul des algorithmes qui va suggérer automatiquement aux individus psychiques les objets qu'ils sont censés désirer à partir des profils statistiques qui leur ont été attribués. Voilà, on est dans une hypertrophie en fait de l'entendement automatique, voilà, qui va court-circuiter en fait notre capacité d'imagination, de rêver, de penser, avec un risque en fait pour Stiegler en fait de dénoétisation, c'est-à-dire d'anéantissement en fait de notre capacité de penser. Simondon le disait aussi de cette façon, et ça m'a plu en fait de le lire, parce qu'effectivement il s'agit sans doute de ça, c'est que le robot est un objet artificiel dont la fonction est d'imiter l'homme et suppose une conscience spectatrice qui s'illusionne. Intéressant.
Alors en allant un petit peu plus loin, en fait, derrière l'éloge de la simulation, il me semble qu'il se cache en fait une dénégation, la dénégation de la dissimulation. La dissimulation de nos démons intérieurs, de nos ombres, de nos fantasmes, de nos illusions, de tous nos mécanismes de défense, tout autant que l'immense potentiel de conscience qui, s'il est ouvert, nous ouvre les portes du discernement. En fait, je suis passée aussi par Serge Tisseron qui a écrit un livre qui s'appelle « Le jour où mon robot m'aimera » et qui écrit en fait qu'à dénier notre capacité de penser et de créer, finalement les chercheurs, les programmateurs et peut-être même nous-mêmes, si nous n'y prenons pas garde, nous transforment en autant de récepteurs manipulés de leurs paroles, donc de leur représentation du monde et de leur logique. Quand un homme oublie qu'il est porteur de la parole, il ne parle plus. Et Lacan le disait ainsi, c'est bien en effet ce qui se passe, la plupart des gens ne parlent pas, ils répètent. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Quand l'homme ne parle plus, il est parlé. Dominique le disait tout à l'heure dans son intervention. Alors finalement, en fait, cette représentation de l'intelligence artificielle est le symptôme du malaise de notre civilisation. Je vais reprendre le titre en fait d'un ouvrage de Freud à partir de là. À partir d'une représentation erronée de notre être et du monde. On vit dans un système qui est comme un cyclope au pied d'argile, hyper connecté, globalisant, qui annihile en fait toute autre forme de pensée. Donc la différence est l'accès en fait à la capacité de rêver notre monde et de le symboliser. Donc un système en fait qui porte en lui potentiellement en fait une déshumanisation, une vision très réductrice en fait de l'humain, un humain diminué. Et ça parle de quoi? Ça parle de nous, de la représentation qu'on a de nous-mêmes, collectivement, individuellement, à se poser la question. En fait, le problème qui se pose n'est pas tant de savoir si la technologie a une vraie intelligence ou une vraie émotion, mais pourquoi on est si enclin à leur attribuer cela, en fait. Alors moi, ça m'a renvoyé aussi à une conférence qu'on avait faite en fait sur l'année dernière où j'avais abordé en fait l'effondrement, la crainte de l'effondrement. Et j'étais passée par Roland Gori en fait et je faisais des liens en tout cas avec cela. Et finalement, cette représentation erronée et illusoire de notre monde, qui est le reflet de notre représentation en fait inconsciente de nous-mêmes, notre monde intérieur. Voilà, on est dans une représentation en fait qui est basée sur une vision matérialiste en fait du monde, voilà, qui va nous conduire en fait vers le fait que la matière est l'alpha et l'oméga. Dominique le disait en fait tout à l'heure à travers notre représentation finalement de l'intelligence. Voilà, l'alpha et l'oméga de la représentation de l'univers en fait et de nous-mêmes va passer que par ce prisme-là. Voilà, qui va nous conduire à une négation de la vulnérabilité en fait, des ressources naturelles, une négation de la temporalité et des cycles de la nature, qui sont nécessaires pour son renouvellement, à une objetisation de toutes les formes de vivant et sa marchandisation, c'est-à-dire du coup l'autre, quel qu'il soit, devient un objet pour combler un manque, le manque à être, comme dit Lacan. La création compulsive de besoins aussi, qui sont jamais assouvis, qui poussent à une consommation en fait débridée. Finalement, une méconnaissance aussi que notre réalité terrestre a des limites, à commencer par notre propre corps. Notre corps est mortel et il est partie intégrante de notre être. On y reviendra. Une identification aussi à ces souffrances, identification à une représentation erronée de soi, une occultation de toutes les dimensions les plus subtiles qui ne sont pas palpables avec nos organes sensoriels physiques, de notre être et de ce qui nous entoure. On va fantasmer un vide intérieur, donc qu'on ignore et qu'on va chercher à combler par des artifices extérieurs, avec des symptômes qu'on observe, une société qui est infantilisante, dans la toute-puissance, du moi tout de suite, voilà, une illusion qui nous conduit vers une régression importante et qui va éveiller des angoisses.
Voilà, des angoisses profondes inhérentes à notre humanité, angoisse de dissociation, notamment, illusion de se perdre. Voilà, une aliénation à l'autre, hein, qui pense pour nous ce qui est bon pour nous à notre place, qui va passer par la robotisation, finalement l'autre va devenir le robot. Les algorithmes créés par d'autres pensent pour nous. Searls, en fait, disait aussi que dans son ouvrage L'environnement non humain, parle de l'émergence d'un nouveau type en fait, d'individu, l'homme instant, voilà, dominé par le besoin de satisfaction immédiate, donc intolérant à la frustration. Voilà, le temps et l'espace réduits à l'urgente immédiateté du temps réel, comme il dit. Voilà. L'homme instant ne peut que chercher en permanence la satisfaction la plus totale possible de ses désirs. Voilà. Le culte de la performance, une dictature de l'efficacité, une course à la perfection qui ne fait que renforcer les failles narcissiques et pour correspondre finalement à une image complètement erronée, survalorisée, définie par l'extérieur, qui nous amène à sacrifier notre être, à nous en éloigner, qui aboutit à une perte de sens, à une insatisfaction en permanence et qui nous conduit à une angoisse, de regarder en fait l'autre comme un étrange, inquiétant. Et pourtant, en fait, en miroir, l'intelligence artificielle, elle nous renvoie quelque chose. Elle nous renvoie aussi à nos fondations, à qui nous sommes en réalité. La représentation en fait, de l'intelligence artificielle telle qu'elle est pensée aujourd'hui n'est que le reflet de notre représentation, c'est ce que je viens de dire, inconsciente de nous-mêmes, l'image inconsciente du corps que nous ignorons. Mais qu'est-ce qu'on cherche à travers cette technologie? Est-ce que, c'est une hypothèse, on ne chercherait pas le rêve et au-delà du rêve, la conscience? Est-ce que l'intelligence artificielle, finalement, ne nous renverrait pas à nous regarder en face, à aller au-delà des apparences et à oser percevoir la réalité de notre être que nous ignorons ou méconnaissons? L'hypothèse que j'aimais, c'est qu'elle pourrait bien en fait nous renvoyer finalement notre désir profond, caché, de vérité, de connaissance, d'être, de conscience. Voilà. Qui nous sommes en fait, un individu non séparé, relié, conscient qu'il est conscient, capacitaire à se penser par lui-même et à penser de ce fait le monde. Et tout ça suppose en fait un chemin, un passage qui rabote. Qui rabote les conditionnements, les illusions, un changement de regard, un changement de paradigme, un retournement. Voilà, pour découvrir finalement qui nous sommes en vérité, un mouvement en fait qui ne peut passer que par soi. Voilà. Et pour aller vers soi, ça passe par moi. Ça suppose en fait d'entrer dans cette matière. Et ça ne peut pas passer par la technologie en fait dite d'intelligence artificielle. On se retrouve bien finalement face à un enjeu qui met à jour en fait tout notre système inconscient de pensée, nos failles, et nous pose une question en fait, qu'est-ce que tu veux? Dans les traditions, elle l'évoque depuis la nuit des temps et dans tous les continents, voilà, que le chemin d'humanisation est un retournement intérieur pour aller chercher les réponses en soi et entrer dans la vraie vie. La connaissance n'est pas qu'une somme de savoir accumulés, voilà. Mais elle est bien au contraire en fait l'abandon de ces savoirs afin de laisser place à la vérité, à soi-même, aux autres et à la présence cosmique. Mais ça fait peur. Alors une autre voie est possible et il me semble en fait que le rêve en fait partie. Alors, c'est intéressant de constater en fait que dans l'étymologie du mot rêve, partout où j'ai regardé en fait ça renvoie à une connotation dépréciative, négative. Voilà, le rêve c'est délirer, c'est sortir du sillon. Celui qui rêve il divague, il extravague, il erre. Voilà, il erre. Au XIIIe siècle, en fait, il y a un mot en fait qui est sans doute une racine du mot rêver, qui dit en fait errer, aller ça et là pour son plaisir, divaguer. Voilà.
Le rêve est l'errance de la pensée, une divagation extravagante. Le Littré va même rapprocher en fait le mot rêver de to rave en anglais, qui veut dire avoir le délire. En haut allemand, reben, ou du latin rabies, qui est la rage quand même. Avoir du délire. L'image de l'errant, du vagabond, qui ne sait où il va et qui traduirait en fait le vécu du rêveur, voilà. Qui ne sait plus où il va, et du caractère décousu du rêve, qui erre ça et là. Et pourtant, en fait, comme je le disais en introduction, hein, le rêve est un phénomène naturel et normal, et la confusion vient sans doute de ce que le contenu du rêve est symbolique, et a donc plus d'un sens. Voilà. Ce n'est pas rationnel. Ça n'entre pas dans la même logique. Pour Jung, en fait, les symboles indiquent des directions différentes, en fait. C'est différent de celles de notre conscience ordinaire. Elles renvoient à quelque chose d'autre, quelque chose qui est soit inconscient, soit partiellement conscient, à un savoir qui nous échappe à plus grand que soi, sans doute. Et effectivement, à mes yeux, le rêve conduit le rêveur dans un champ informationnel vaste, à commencer par son inconscient personnel, le refoulé et les mécanismes de défense, à travers une symbolique, mais aussi bien au-delà. Le sujet qui rêve peut devenir conscient de son inconscient et cesser de se laisser duper. Lacan dit les non-dupes errent, les non-dupères. Le rêve est énigmatique, il est initiatique. La puissance du rêve, il nous invite à traverser le miroir pour décrypter en fait le message de notre inconscient, à commencer par celui de notre vécu personnel, on y reviendra. Mais ça demande de la patience et du temps. Le tout de suite, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et encore moins les interprétations restrictives ou les recettes prêtes à penser. Alors pour Anne Dufourmentel, parce que je suis beaucoup passée par son ouvrage, en fait, L'intelligence du rêve, elle dit que ce que peut le rêve est immense, réparer, se remémorer, prophétiser, écouter, mettre en garde, terroriser, apaiser, dévoiler, libérer et nous permettre d'oublier. Le rêve, la voie royale vers la connaissance de son inconscient. Et oui, le rêve est le miroir en fait de notre psyché. C'est un peu comme un pont entre le visible et l'invisible, entre les mondes. Il ouvre des portes. Depuis tous les temps, en fait, dans l'Antiquité et dans tous les textes et dans toutes les traditions orales, en fait, on retrouve la référence au rêve. Les sages de l'Antiquité, en passant par les yogis, disent en fait que le travail du rêve fait partie en fait du chemin de l'humain. Tous les textes anciens, mésopotamiens, grecs, égyptiens, latins, chinois, aborigènes, en passant par les traditions orales, aborigènes des peuples d'Amazonie, à l'Asie, en Sibérie ou en Mongolie, en fait, font mention de récits de rêves. Il y a certains chercheurs qui émettent l'hypothèse, en fait, que certaines peintures rupestres, qui datent de moins de 30 000 ans avant notre ère, seraient une représentation de l'activité onirique de nos ancêtres. Il y a un vieux manuscrit en fait, du IIe siècle avant Jésus-Christ en fait, qui dit la chose suivante, qui est un manuscrit qui condense en fait, la sagesse de l'Égypte ancienne, qui s'appelle Papyrus Insinger, qui dit la chose suivante: le Dieu a créé les rêves pour indiquer la route aux dormeurs dont les yeux sont dans l'obscurité. Peut-être sommes-nous encore dans l'obscurité, mais quelque chose bouge. Finalement, Freud ne s'y est pas trompé. Voilà, pour lui, le rêve est une voie d'accès à notre intériorité et son interprétation, la voie royale de connaissance de notre intériorité, de notre inconscient. C'est à partir de l'auto-analyse de ses propres rêves, mais aussi de ceux de ses patients, que Freud a conceptualisé la démarche analytique par l'association libre notamment, et a donné naissance à la psychanalyse en fait, comme une exploration de son inconscient. Voilà, pour Freud, le rêve va être l'accomplissement de désirs pulsionnels inavouables, mais on va voir aussi qu'il va toucher d'autres dimensions en fait, plus tard en fait, sur la fin de sa vie. Et par les associations d'idées et d'images, en fait, à partir du contenu du rêve, il va inviter de cette façon-là ses patients
à révéler ce qui a été refoulé, ce qu'il n'avait pas voulu voir. Néanmoins, et je le disais à l'instant, en 1938, dans son abrégé, Freud a été plus loin. Il disait « Le rêve fait en outre surgir des contenus qui ne peuvent appartenir ni à la vie de l'adulte ni à l'enfance du rêveur. Il faut considérer ce matériel-là comme faisant partie de l'héritage archaïque, résultat de l'expérience des aïeux, que l'enfant apporte en naissant avant même d'avoir commencé à vivre. Dans les légendes les plus anciennes de l'humanité, ainsi que dans certaines coutumes survivantes, nous découvrons des éléments qui correspondent à ce matériel phylogénétique. C'est ainsi que le rêve offre une source de renseignements appréciables sur la préhistoire humaine. » Voilà. Jung va le dire aussi, en fait, d'une autre façon, c'est qu'effectivement le rêve est constitué de cet inconscient personnel, le refoulé, les mécanismes de défense, mais aussi un vaste champ informationnel qui intègre et la dimension collective, mais aussi spirituelle. Et aller à la rencontre du rêve, finalement, c'est accepter, comme disait Anne Dufourmentel, de traverser les lignes ennemies. Avant de pouvoir faire alliance, ça va être de commencer par rentrer dans un territoire qui est peuplé de vestiges, voilà, de guerres refoulées, qui ont été passées sous silence, voilà, qui ont été ignorées tellement en fait que du coup elles recommencent leur histoire dans le présent. Voilà. Finalement, on projette sur nos écrans extérieurs notre écran intérieur tant que nous ne sommes pas conscients de ce qui nous anime. L'ennemi dans ce territoire, en fait, ça va être nos peurs, nos compromissions, nos dénégations, nos loyautés familiales, nos conditionnements sociaux et l'histoire qui nous traverse. Le rêve est aussi une voie qui nous reconnecte à notre capacité de penser et de nous penser. Alors ça renvoie en fait à la manière dont on se construit. En fait, la majorité de notre vie psychique est régie par la sphère inconsciente de notre conscience. Et c'est un peu la révolution pour moi qui a été opérée par Freud, qui réside dans cette citation là, le moi n'est pas maître dans sa demeure. On vit dans l'illusion en fait qu'on est maître de soi. Nous nous vivons en fait comme séparés de nous-mêmes. On se vit comme identifiés à des représentations erronées de nous-mêmes, issues d'injonctions, de croyances, de modèles de pensée, les relations aux autres et au monde. Voilà. Et cette identification, si elle est nécessaire dans la construction du petit homme, à un moment donné, en fait, les cuirasses qui vont se fabriquer vont devenir plus des entraves qu'autre chose et une illusion. Et Freud le souligne en disant que ce qui est inconscient devient plus difficilement conscient dans certains cas. Il parle du refoulé et du retour du refoulé. Et dans ce cas-là, en fait, il va souligner le fait que ce qui est fondamental, c'est qu'il va falloir le transformer pour que ça devienne conscient. Alors Roland Gori parle de symboliser son expérience, son histoire, qu'elle soit individuelle comme collective. Alors, en gros, penser par soi-même, donc sortir de l'autre pour être. Voilà. Mais il ne suffit pas d'avoir des pensées, encore faut-il être capable de les penser. Là, je cite Bion. Dans le rêve, en fait, on va vivre la même fonction que celle en fait, qu'on vit lorsqu'on digère des aliments. C'est Ferenczi qui a amené en fait ce concept-là, en fait, que le rêver a une fonction de métabolisme psychique. Voilà. On va digérer les matériaux psychiques par leur symbolisation, ce qui permet le stockage pour une utilisation ultérieure. Voilà, Bion nommera ça l'expérience. Et pour Roussillon, en fait, ce mécanisme de métabolisation est la clé de l'intégration psychique. Elle s'effectue par un processus de symbolisation, de mise en sens du vécu qui rend possible un processus de subjectivation, c'est-à-dire un processus par lequel le sujet humain s'approprie son expérience vécue. Il devient maître à bord. D'ailleurs, en fait, dans Le rêve nous pense-t-il, il dit la chose suivante, il dit dans le mode onirique, la vie pulsionnelle se concentre sur le pensée,
qui seul peut alors l'accueillir, l'élaborer, lui donner forme. On n'est jamais aussi exclusivement livré aux pensées que lorsqu'on fait des rêves. Waouh! L'activité de penser dans le rêver. Le rêve est un génie guérisseur ou, dit autrement, une reconnexion à notre médecin intérieur. Dans la vision toltèque, en fait, on crée notre réalité, la réalité dans laquelle nous vivons sur plusieurs plans. En fait. Si un individu souffre d'un symptôme, quel qu'il soit, l'approche chamanique toltèque, en fait, suggère qu'il pourrait être à même de le transformer. Voilà. Et dans ces traditions, le symptôme est issu d'un rêve illusoire et l'individu peut changer le rêve. Donc on va rejoindre en fait aussi d'autres traditions qui vont notamment par l'entremise de rituels du rêve travailler en fait sur d'autres dimensions, d'autres sphères en fait de ce qui se manifeste dans le symptôme. Dans ces traditions, le chaman va apprendre à rentrer dans ses rêves, à en modifier le contenu et en modifiant délibérément le déroulement en fait de ses rêves, il va mettre en place en fait le pouvoir de modifier profondément son existence ordinaire qui s'apparente à un autre rêve. Rêver devient alors là, pour moi, l'art de maîtriser son corps d'énergie, à se relier au soi, notre médecin intérieur, pour le laisser être maître de notre moi. Voilà. Maîtriser n'est pas contrôler, c'est devenir maître en sa demeure. Pierre Lambeil, qui est un psychiatre et psychanalyste, pense que le rêve serait à même de desserrer certains symptômes. Le symptôme nous parle, il raconte des histoires qui nous enseignent des choses essentielles que l'on peut accueillir et interpréter. Et il fait une analogie avec le rêve qui lui aussi donne un accès à nos profondeurs, à une dimension plus vaste de nous-mêmes. On le retrouve aussi dans des dimensions en fait, corporelles, la libération que le rêve peut proposer en fait, de tensions emmagasinées en fait, au niveau inconscient, va aussi avoir un effet de catharsis en libérant des mémoires corporelles douloureuses. Le rêve est un génie, ce qui nous apprend à créer, à réenchanter notre monde. Le rêve est l'art premier. Voilà. Il y a un cinéaste japonais qui dit que l'humain a du génie quand il rêve. Le rêve, en fait, est un mélange de sagesse et d'ingéniosité. Il ne ment pas ni ne s'illusionne, comme le souligne Jung. Il manifeste dans un langage symbolique tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous avons besoin de savoir. Voilà, il révèle le sujet puisqu'il n'y a de sujet que l'inconscient et que l'inconscient est structuré comme un langage qui n'est pas qu'un langage verbal. Le rêve, en fait, il va révéler notre puissance de transformation psychique qui humanise. Il réorganise ce que nous croyons muet ou sans possible. Il va agir en nous comme une force qui vient découdre le passé pour permettre de l'habiter autrement. Alors parfois avec peur et violence, mais le rêve ne dit pas en fait ce qui va arriver, il va inaugurer un autre chemin. Pour certains auteurs, en fait, le rêve est comme le théâtre d'une création de sens. Voilà. C'est-à-dire que non seulement le rêve a une activité créatrice de pensée, mais il passe du statut de déchet digestif à celui d'une œuvre de création. Pour Dayan, en fait, dont je parlais tout à l'heure, le rêve nous pense avant que nous pensions. Le rêve, il nous donne aussi une puissance de vision hors du temps. Anne Dufourmentel dit la chose suivante: avec la capacité de rêver, l'humain convoque une intelligence aussi vaste de la perception qui dépasse de toutes parts la conscience ordinaire.
En fait, le rêve nous connecte à l'infini des possibles, de nos potentialités, au-delà des limitations de notre corps physique, tout en les intégrant. Dans les traditions spirituelles de tous les continents, on retrouve le rêve comme une pure intelligence, comme la conscience. C'est une porte ouverte sur un espace bien plus vaste que le connu. Et ça ne passe pas par le tamis du mental. Des conditionnements, des interdits, il les révèle en revanche. C'est Freud qui disait du rêve qu'il nous connecte hors du temps. Il nous donne une puissance de vision hors du temps. Et finalement, en fait, à l'instar des traditions spirituelles, le rêve va nous réconcilier les temps, abolir les distances, anticipe les événements, faire revivre les morts, amplifie les sensations, délivre des messages initiatiques, solutionne des problèmes, guérit, permet la télépathie, comme l'évoquent les traditions aborigènes ou en Malaisie. Pour Anne du Fourmentel, en fait, le rêve porte en lui les prémices, la gestation d'un monde à venir que nous portons déjà, dont les prémices nous sont données dans l'énigmatique présence à nous-mêmes du rêve. Dans mon voyage, en fait, ça m'a amené aussi vers les Tibétains. Le rêve est un apprentissage à mourir avant de mourir. Pour les Tibétains, en fait, le rêve est une préparation au grand passage, à la grande mort. Voilà. Dans cette tradition, en fait, la manière de rêver va être le reflet de ce qu'il adviendra de nous au moment de la mort. Voilà. Pour les Tibétains, on vit des passages qu'ils appellent les bardos. Et l'enjeu, en fait, est d'entretenir des conditions favorables pour que l'être puisse s'ouvrir à ce que la tradition tibétaine appelle la claire lumière, la nature fondamentale de l'esprit. Voilà. Et l'état de rêve qu'on appelle dans la tradition tibétaine Milan Bardo, c'est une préparation active au bardo de la mort. Voilà. Et ça rejoint en fait finalement les fondamentaux de toutes les traditions spirituelles et de la psychanalyse. Quelque chose doit mourir pour naître, pour passer du moi au soi. La mort fait partie intégrante de la vie, tout comme la naissance. Elle est un élément fondateur de la naissance. Rien ne peut naître sans mourir. Et les deux sont nécessaires, mort et naissance, pour que la vie se manifeste. Et quand on intègre et comprend en fait ces lois ontologiques, finalement, on rejoint ce nom du Père, cette castration nécessaire en fait pour grandir. La mort est le passage nécessaire pour dévoiler la réalité, pour sortir des illusions, pour intégrer le principe de réalité, grandir et mûrir. C'est en fait une initiation à la vie. La mort est une initiation à la vie, le rêve aussi. Dans le chemin d'individuation, en fait, c'est un chemin d'intégration progressive, d'inclusion progressive en fait, de tout ce qui nous compose. On pourrait dire en fait qu'on doit s'incorporer à nous-mêmes des morceaux très contraires. Et dans ce processus, en fait, on a une première étape, une première épreuve. Valérie en parlait tout à l'heure, une dépossession du moi, la dissolution du moi. Amener le moi à accepter qu'il n'est pas le centre. Et faire le pas de côté pour reconnaître qu'il y a quelque chose d'autre qui est au centre et ce n'est pas moi. C'est un acte d'honnêteté au départ. La sincérité de reconnaître qu'on a fait une erreur et qu'on ne peut pas prendre toute la place. Dans la tradition tibétaine, le rêve va permettre de développer une certaine acuité, puisque la mort et le rêve vont avoir quelque chose en fait d'étonnamment semblable, un phénomène en fait qui fait que tous les verrous sautent, tous les filtres disparaissent et on se retrouve face à l'immensité de tous les possibles. Finalement, le rêve nous veille, mais il nous éveille aussi. Il nous fait toucher du doigt une autre réalité, un autre plan de conscience. Finalement, quelle est la vraie réalité ? Est-ce que c'est celle qu'on perçoit avec nos sens physiques, notre raison ? Ou y a-t-il autre chose ? Pour les cultures traditionnelles dites chamaniques, le rêve est l'espace de la vraie réalité.
On le retrouve en fait chez les aborigènes, qu'on appelle aussi les peuples du rêve, chez les Senoï en Malaisie. On le retrouve aussi chez les Jachoirs, on pourra en fait décliner ça à l'infini. Voilà, la réalité ordinaire est illusion, on l'appelle Maya dans les textes védiques. Pour les aborigènes, en fait, la dimension onirique est la dimension originaire en fait du monde, elle est parallèle à lui. Voilà, tout ce qui est dans la création a été rêvé. Le temps du rêve désigne le temps qui précède la création du monde et une dimension parallèle, qui est invisible du coup au monde ordinaire, qui est habité, selon leur cadre de référence, en fait, par des esprits avec lesquels on peut communiquer. Pour ces peuples, le rêve va être la source de savoir et l'accès à une dimension plus vaste que notre conscience ordinaire. On va l'appeler comme on voudra. Dominique touchait du doigt cela tout à l'heure, le champ unifié, la conscience universelle, le grand esprit, Dieu. Mais le rêve était aussi une invitation à l'action. Le Talmud en parle. Un rêve qu'on n'interprète pas est comme une lettre non lue. Et chaque rêve a son interprétation. Finalement, le rêve, il nous invite à l'écoute et à l'interprétation, donc une mise en mouvement, en action. C'est pas être passif, justement. C'est être actif, mais d'une autre façon. Voilà, une action qui peut nous conduire, du coup, à sortir de la glaise, de l'immobilisme, de nos schémas récurrents. D'intégrer ce corps, ce moi-corps, l'animer d'un nouveau champ de conscience. Et en somme, harmoniser nos pulsions de vie, nos pulsions de mort, donner du sens à ce que nous vivons. Le sens, c'est à la fois la signification et la direction. On crée. Mais l'interprétation suppose aussi une règle. C'est que j'ignore tout. Je ne sais pas. Alors pour finir, en fait, le rêve est peut-être un acte de résistance, mais pas comme un mécanisme de défense, en fait, pour le coup, peut-être pour, être dans une pulsion de vie, un acte de résistance. Il est le signe de la conscience, en fait, signe que nous sommes bien plus vastes qu'on imagine. Pour Anne Dufourmentel, en fait, le rêve a ce privilège extraordinaire d'être, comme en a fait l'hypothèse Freud, hors du temps, mais de pouvoir signifier le temps. L'intelligence du rêve est donc à même de penser en temps réel cette mutation. Et elle dit la chose suivante, que le transhumanisme ne soit plus une idée d'avant-garde, mais un mot déjà usé, dépassé, donne la mesure de ce qui nous attend. C'est notre présence au monde, à commencer par notre monde intérieur. Et peut-être même, qui sait, la présence de l'humanité au monde qui l'a vu naître, que ce bouleversement interroge de manière si radicale. Nous avons donné à la technique les moyens de disposer de nos désirs, de réguler nos besoins, d'anticiper nos visions, c'est-à-dire de nous penser. Que peut le rêve ? Avec la capacité de penser, le rêve va mobiliser une capacité de conversion qui ouvre le champ des possibles, de créativité, de réenchantement. Une conversion qui est parlée dans toutes les traditions. On va parler de retournement intérieur. Finalement, le chemin d'éveil de la conscience, du rêve, est un retournement intérieur qui nous conduit à explorer d'abord la face cachée de notre structure, les refoulés et nos mécanismes de défense, un inconscient individuel, mais qui nous relie à un inconscient plus vaste. Qui va nous permettre d'entrer couche par couche, en fait, dans notre corps, notre psychisme, qui nous relie à notre histoire, notre préhistoire, celle de nos lignées, celle de l'humanité, celle de tous les règnes, animal, végétal, minéral, celle de la Terre, de tous les aimants dont nous sommes constitués, celle du cosmos, jusque dans ses représentations symboliques, archétypales des plus sombres aux plus lumineuses. C'est un chemin d'exploration des profondeurs, finalement, de notre inconscient, qui nous conduit et qui va conduire ceux qui s'y engagent vers un élargissement de la conscience ordinaire pour découvrir un monde plus vaste. Notre essence profonde, le soi. Un sujet que nous n'avons jamais fini de découvrir,
inquiétant, qui nous relie au plus grand que soi, non moins inquiétant. Pour Jung, l'individuation n'exclut pas l'univers, elle l'inclut. Et on va voir en fait que ce chemin va passer en fait par des étapes. J'en ai parlé d'une tout à l'heure. La deuxième épreuve va conduire le moi à rencontrer son ombre sous toutes ses facettes et à arriver peu à peu à l'intégrer. Je ne suis pas que le côté lumineux ou apparemment lumineux. Je suis aussi de multiples aspects plus désagréables qui font partie de moi. Si je les accepte et je les intègre, je peux passer un cap. Voilà, et dans ce cheminement, en fait, quand ces épreuves sont traversées, les portes de l'inconscient commencent à s'ouvrir vers autre chose. On devient maître en sa demeure. Alors finalement, à mes yeux, il ne s'agit pas tant de repousser la technologie dite d'intelligence artificielle que d'élargir, on peut dénoncer, mais d'élargir en fait nos champs de conscience pour être au clair sur nos projections, sur nos attentes infantiles. Peut-être aussi sortir d'un état d'enfant dépendant, inconscient, qui vit dans le fantasme d'une immortalité égotique. Des illusions aussi. Pour devenir un adulte responsable, conscient de qui il est, de ses limites, à sa place, en ayant intégré ses opposés, pour que cette mutation en route soit au service de l'humanité et du vivant. Et de ce fait, en fait, d'être conscient des discours autour de l'intelligence artificielle, de ce qu'ils véhiculent, de ne plus être dupe et de choisir. Et je terminerai en fait par cette citation de Khalil Gibran qui disait en fait « Fiez-vous à vos rêves ». Ils ouvrent la porte de l'éternité. Fiez-vous à vos rêves. Ils ouvrent la porte à l'éternité. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute, mais il faudra m'appeler sur le téléphone parce que je vous entends pas. Ah, je t'entends. Merci. Bon, c'est pas une question, c'est... Enfin, si, j'ai une question. Si j'ai bien... Ce que tu disais, c'est qu'en fait, le rêve nous ramène du principe de réalité, du réel, en fait. Et que l'intelligence artificielle, elle est dans l'illusion. Exactement. Mais ce qui est très subtil, c'est ce qu'on travaille depuis ce matin, c'est qu'en fait, elle maintient l'illusion du moi. C'est ça. Self. Exactement. Alors que ce qui pourrait paraître paradoxal, c'est que le rêve arrête de rêver, parce que c'est ce qu'on nous dit à 7 ans, vu qu'on a l'âge de raison. Arrête de rêver, parce que si tu rêves, si tu continues à rêver, tu n'auras pas le principe de réalité. Alors que c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse, c'est ça. Et du coup, je vais être long, parce que je vais vous lire quelque chose. Et du coup, ça fait penser que l'intelligence artificielle fait rêver parce qu'elle nous fait croire que la vie, elle colle. Et il y a plus de 15 ans, notre didacticienne Mireille Amoin nous a donné le texte de Lacan sur la vie ne colle jamais. Et je l'ai perdu, ce texte. Moi, je l'ai perdu. Tu l'as? Je ne sais pas qui il était. Et il vient d'arriver aujourd'hui sur mon Facebook, parce que je suis connecté. Et je me suis dit, il vient à ce moment-là, parce que du coup, pendant que tu parlais, je l'ai relu. Il peut paraître hyper négatif, mais en même temps, il nous ramène sur du réel. Il nous demande de quitter cette position fantasmatique. Alors, il y a toujours des choses qui ne collent pas. C'est un fait évident. Si nous partons de l'idée qui inspire toute la psychologie classique, à savoir que les êtres humains sont des êtres adaptés, comme on dit, puisqu'ils vivent, et donc tout doit coller. Vous n'êtes pas psychanalyste si vous admettez cela. Être psychanalyste, c'est simplement ouvrir les yeux sur cette évidence qu'il n'y a rien de plus cafouilleux que la réalité humaine. Si vous croyez avoir un moi bien adapté, raisonnable, qui sait naviguer
reconnaître ce qu'il y a à faire et de ce qu'il y a à ne pas faire, tenir compte des réalités, il n'y a plus qu'à vous envoyer loin d'ici. La psychanalyse, rejoignant en cela l'expérience commune, vous montre qu'il n'y a rien de plus bête qu'une destinée humaine, à savoir qu'on est toujours blousé. Même quand on fait quelque chose qui réussit, ce n'est justement pas ce qu'on voulait. Il n'y a rien de plus déçu qu'un monsieur qui arrive, soi-disant au comble de ses voeux, et c'est là, c'est très intéressant comme c'est écrit. Il suffit de parler 3 minutes avec lui franchement, comme peut-être seul l'artifice du divan. L'artifice. Du divan psychanalytique le permet, pour savoir qu'en fin de compte, ce truc-là, c'est justement ce truc dont il se moque. Et qu'il est de plus particulièrement ennuyé par toutes sortes de choses. L'analyse, c'est s'apercevoir de cela et en tenir compte. Ce n'est pas par accident, parce que ça pourrait être autrement, que par une chance bizarre, nous traversons la vie sans rencontrer personne que de malheureux. On se dit que les gens heureux doivent être quelque part. Eh bien, si vous ne vous ôtez pas ça de la tête, c'est que vous n'avez rien compris à la psychanalyse. Voilà ce que j'appelle prendre les choses au sérieux. Au sérieux. Alors, le commentaire que j'ai eu, pauvre monsieur Lacan, il doit être vraiment malheureux de voir les choses ainsi. Je dis, et non, au contraire, il permet de sortir de nos symptômes, celui de chercher ce que nous sommes déjà, d'où nos névroses et nos somatisations. Personne, je ne sais pourquoi je dis ça. Sortir de l'illusion nous convoque dans le principe de réalité. Seul principe de guérison. Mais que du coup, cette intelligence artificielle, sûrement malgré elle, parce qu'elle n'en est pas là dans sa compréhension, nous maintient dans ce faux self qu'il faut, sous l'égide de tout le système, comment on va dire, de la pensée, du développement personnel, nous maintient quelque part. Oui, mais qui rentre en fait dans une représentation de pensée du monde en fait qui est inhérente aussi à notre représentation du monde et là où on en est en fait, notre système. Et c'est bien pour ça en fait que quand tu le disais tout à l'heure, et j'ai trouvé ça intéressant en fait, quand on dit à un enfant à l'âge de 7 ans arrête de rêver, de quoi on se coupe. Valérie le disait tout à l'heure, de notre nature, de la nature du vivant. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'on veut là aujourd'hui? C'est un peu la question qui nous est posée finalement. On veut la robotisation intelligente du moi. Voilà. On a une technologie intérieure qui est puissante. Mais ça suppose d'accepter que ça manque. Voilà. Pour faire le chemin. Voilà. Alors là, du coup, je vois les bouteilles d'eau. Voilà. Tu vois quoi? Là, juste les bouteilles d'eau. En visio, il ne reste plus que Gérard. D'accord. Coucou Gérard. Il te voit si tu veux conclure. Ou s'il y a des questions pour Myriam. Peut-être plus, en fait. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, parce que je n'ai pas la prétention de détenir aucune vérité. C'est une exploration qui demande une exploration à poursuivre. Ils ont faim. Oui, ils ont faim.